Donc, elle a passé 1 an avec nous au Centraire. Elle est maintenant devenue chercheure associée au Centraire. Et puis, elle a mené vraiment une recherche de terrain. Je pense qu'elle va pouvoir nous parler un peu de sa démarche, basée notamment sur l'ethnographie. Et voilà, j'ai bien hâte de t'entendre, Blandine. On prendra les questions, les interventions. Voilà, à toi, chère Blandine. Merci beaucoup. Euh, je remercie d'abord vraiment l'Université de Corse qui a fait ce stage postdoctoral. Je remercie infiniment le Centraire qui m'a accueilli euh, et qui m'offre aujourd'hui l'opportunité de faire un plaidoyer, parce que c'est un plaidoyer plus qu'autre chose, puisque je voudrais dire pourquoi est-ce que ce serait bien de mettre en place ou de nourrir une didactique de la gestion adéquate des déchets. C'est cette gestion adéquate qui est un test de base de l'éco-citoyenneté, comme l'a signalé Lucie Sauvé dans l'un de ses articles. Donc, on va commencer. Donc, mon plan de présentation a 6 parties. Je vais parler de l'éducation relative à l'environnement au prisme des petits gestes. Pourquoi la gestion des déchets? Le littering comme base et point commun entre les pays du Nord et du Sud. Je pense que j'ai une erreur là. Et ensuite, pourquoi une didactique de la gestion des déchets? Quels sont les principaux apports de ma recherche et les 4 compétences clés pour la gestion adéquate des déchets? Je vais d'abord parler donc des petits gestes au prisme de l'éducation relative à l'environnement. Euh, l'éducation, l'environnement, c'est un ensemble de représentations que chacun a. On en a plusieurs parfois en même temps et ça dépend des circonstances. Il y a des représentations de l'environnement comme celle d'une nature qui a aussi des sous-représentations. Généralement, c'est l'environnement ressource. Comment est-ce que ça peut nous aider à satisfaire nos besoins? L'environnement problème, quand justement ça n'arrive pas à satisfaire nos besoins ou que il n'est pas bien contenu, il n'est pas comme on voudrait que ce soit. L'environnement milieu de vie, l'environnement bien commun, l'environnement bulle de vie, un univers dont des représentations complémentaires et chacune d'elles induit un certain rapport à l'environnement. J'ai eu la chance hier de, d'assister à une présentation de Lucie Sauvé et j'ai encore bien mis à jour la notion de représentation d'environnement. Donc, l'éducation relative à l'environnement, c'est d'abord une éducation et l'éducation, c'est un mouvement qualitatif dans l'action qui intègre et ne juxtapose pas 4 dimensions, le quotidien, l'idéal, le virtuel et le global. L'ère d'éducation relative à l'environnement se déploie dans toute forme d'éducation qui a trait au rapport à l'environnement, donc à notre maison commune. C'est je veux dire, l'éducation relative à l'environnement fait référence à l'éco-social, à l'éducation de l'ensemble de la société, et que la notion de la ville éducatrice également met en avant. Donc, à toutes les formes d'éducation, et ces formes d'éducation sont dans l'éducation formelle, l'éducation non formelle, l'éducation informelle et l'autodidactie que l'on oublie souvent, alors que ça se trouve dans toutes les autres formes d'éducation. Les recherches ont montré que 60 à 80% des savoirs sont acquis hors de toute institution. 2 leviers d'engagement pour l'éducation relative à l'environnement, l'engagement individuel, l'engagement collectif dans la cité, dans et pour la société. C'est donc l'éducation relative à l'environnement s'engage donc à contribuer à développer les compétences pour l'action socio-écologique dans tous les contextes. Et ces 2 leviers sont souvent mis dos à dos, l'écologie ordinaire et l'écologie de mobilisation sociale. Et l'écologie ordinaire est souvent définie, décrite comme individuelle et l'écologie de mobilisation sociale comme groupale et collective. Mais comme dans tout classisme, on a toujours du mal dans le réel, de bien définir, le réel ne correspond pas toujours au classement parce que
L'écologie ordinaire euh, n'est pas toujours individuelle. Quand, par exemple, une école décide de bien gérer ses déchets, c'est un ensemble de personnes. Et l'écologie de mobilisation, quand quelqu'un va voter, c'est un individu dans un collectif. Donc, je m'intéresse au levier d'engagement individuel, donc au levier d'engagement de l'écologie ordinaire. Donc, je m'intéresse à l'écologie des petits gestes du quotidien. Quels sont-ils? Ce sont les gestes qui permettent, qui participent à économiser l'eau, l'énergie, les matières dans diverses situations de vie. Les petits gestes ont malheureusement pas bonne presse. Comme je l'ai dit, ils sont souvent mis dos à dos avec l'écologie des luttes. Euh, il y a un auteur qui dit que c'est une écologie de surface. Ce n'est pas une écologie de profondeur. C'est une écologie sparadrap. Cette écologie, ces petits gestes sont souvent euh, décrites à la suite des perçues comme des prescriptions, des injonctions. C'est une extraction du politique, c'est une forme de docilité qui serait absente de compréhension des enjeux et des valeurs. C'est une dépolitisation de l'écologie qui, qui est réduite à l'individu. Les petits gestes sont parfois délaissés pour des choix plus payants. Il faut que ça rapporte. Du coup, les transports, le chauffage ont plus de poids en ce qui concerne le CO par rapport aux petits gestes. Et il y a un auteur qui le dit, c'est comme une régression. Si on commence à s'occuper des petits gestes, c'est comme si on rentre en arrière. C'est un emboîtement de régression. Et j'aimerais simplement dire que ces définitions et ces perceptions, ces déclarations sont surtout issues du monde économique. C'est le monde économique qui estime que quand tu fais un petit geste, il faudrait que ça se multiplie suffisamment pour que ce soit pesant. Et c'est eux qui disent que quand tu changes, fais le chauffage, et là, ça a plus de poids. Mais c'est admis, parce que ce n'est pas contesté. Je n'ai pas vu de contestation des petits gestes, de leur petitesse, en fait. Les petits gestes pour moi, sont à réévaluer en éducation relative à l'environnement, parce qu'ils sont dévalorisés, mais ils font du bien. Ils font beaucoup de bien, puisqu'ils améliorent l'environnement immédiat. Déjà, si vous allez vers quelqu'un qui s'occupe bien de son environnement, c'est toujours plus agréable. L'environnement amélioré, ça participe à soigner l'éco-anxiété. Ça met en place une réserve de pratiquants qui pourraient justement contribuer plus efficacement à l'amélioration des politiques et même justement à la mobilisation politique. Les petits gestes nourrissent l'identité. On est ce que l'on produit comme geste. Ce sont des gestes de soins apportés à l'environnement, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, ce sont l'aboutissement d'un processus d'entraînement d'une expérience. Parce qu'on dit que c'est un petit geste, mais en fait, c'est une myriade de micro-gestes et d'ajustements pour aboutir à ce petit geste. Les petits gestes sont des moyens et outils transformatoires en éducation relative à l'environnement. Ils construisent notre rapport, l'éducation relative à l'environnement étant dans notre rapport, ils construisent notre rapport à l'environnement qui me semble être l'essence même de l'éducation relative à l'environnement. J'aimerais donc parler de faire connaître la grandeur des petits gestes qui permettrait donc de nourrir une identité écologique plus saine. Donc, les petits gestes, par rapport aux petits gestes, il y a des, des autres disciplines qui s'y sont intéressées, notamment la psychologie sociale, a beaucoup travaillé dessus dès les années 70. Et ils se sont d'ailleurs mis avec euh, d'autres, les mots m'échappent, d'autres sciences. Sont mis avec notamment la sociologie, la géographie, et ils ont créé le behaviorisme, c'est-à-dire le comportementalisme dans les années 70. Et aujourd'hui, ils ont créé les nudges. Le behaviorisme, c'est donc la science du comportement. Ils ont essayé de voir comment, par des actions, un peu comme des actions mécaniques, ils peuvent atteindre le comportement souhaité. Donc, avec leur science à eux, ils ont participé à
à faire exister les petits gestes. Ce test de base, comme je le dis, souvent dans les mobilisations éco-politiques, souvent il manque. C'est-à-dire qu'on mobilise pour les raisons environnementales et pendant qu'on mobilise, les personnes n'ont pas le comportement adapté. C'est un test manqué pour certains acteurs dans les mobilisations écosociales. Il y a une élue qui m'a dit l'année dernière qu'il lui a fallu un mandat, elle était à son deuxième mandat, pour amener ses collègues, également écologistes, à ne pas jeter leur mégot par terre. Et elle a précisé lors de nos rencontres. Donc, on ne sait pas si le fait de ne pas jeter par terre a été intégré ou pas par des personnes qui sont élues en écologie. Donc, c'est un test qui manque. Parce qu'à mon avis, je pense qu'on a pensé les deux écologies sans penser l'agir en cohérence et sans penser elles se touchent, enfin, elles se nourrissent l'un des autres, de mon point de vue. Pourquoi la gestion des déchets? Pourquoi je m'intéresse à la gestion des déchets? Parce que c'est quelque chose qui va de l'individu au collectif. C'est quelque chose qui est du privé, de l'ordre du privé vers le public, parce que c'est une participation de tous, tous les jours, de la vie à la mort. C'est une part importante de notre empreinte. Et il y a un auteur qui a dit qu'il a classé parmi les tragédies du commun, l'un des quatre tragédies du commun. Pourquoi? Parce que on a un certain pouvoir. Il y a un certain pouvoir à mobiliser. Ce sont des valeurs individuelles et collectives parce que ce sont des compétences. C'est également un pouvoir, effectivement, d'améliorer l'environnement quand on s'intéresse et quand on a de bonnes pratiques en ce qui concerne les déchets. Et la gestion des déchets, pourtant, fait l'objet de paradoxes divers. On n'est pas très à l'aise avec ça, alors qu'on fait partie, on est décrit comme étant la civilisation des déchets. Et il y a d'ailleurs un ouvrage qui est sorti récemment qui s'appelle Poubellocène. Il y a une domination de la persistance d'ignorer où vont nos déchets. On ne veut pas savoir. Et on en parle beaucoup quand on ne trouve pas quand il n'y a pas le moyen, quand il n'y a pas d'exutoire. Quand l'exutoire est fermé, là, on en parle. Quand on n'enlève plus devant la porte, là, on en parle. Il y a pourtant beaucoup d'acteurs qui sont engagés dans cette démarche. Et la cohabitation, on est malaisé avec la cohabitation de nos restes. D'où notamment le syndrome de NIMBY, mais au-delà de ça, dès que quelqu'un doit rester quelques instants, certaines personnes, pas toutes, quelques instants avec leurs déchets, ils sont mal à l'aise parce qu'il faut que ça parte. Les chercheurs décrivent les déchets comme étant une trace négative de l'activité humaine, comme ce qui n'est plus à sa place, comme c'est un en-deçà des choses, comme une offense à l'autre, comme le reflet de son générateur. Et ce qui fait déchet, c'est l'acte d'abandon. C'est quand on abandonne que le déchet existe. Avant d'être abandonné, le déchet n'existe pas. C'est pourtant un indice social de référence. Victor Hugo le disait, le déchet n'est pas menteur. Si j'ai mangé un paquet de biscuits, ça se verra en voyant l'emballage que je l'ai mangé. Donc, et il demandait à l'observateur social de rentrer dans ces ombres pour mieux connaître la société. Il y a des chercheurs qui ont essayé d'en faire un objet social total, même s'ils ne sont pas bien arrivés. Et puis, il y a Jean Baudrillard qui lui disait, dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Le déchet n'est pas très admis dans la recherche académique sociale. C'est pas moi qui le dis, il y a des auteurs qui le disent en disant, et c'est d'ailleurs ça m'a aidé moi à m'armer de courage. Ça m'a aidé de voir que des personnes en ont parlé pour être plus résiliente par rapport à ça et mieux comprendre que quand on en fait son objet de recherche, ce n'est pas simple. On a un regard méprisant, c'est un peu étrange comme intérêt. Aussi parce que aujourd'hui, parler du déchet, c'est parler des gens et parler de l'intimité des gens et souvent c'est très gênant. Pourquoi je m'intéresse aux déchets? C'est en y réfléchissant, hein, parce qu'on ne sait pas toujours. C'est après quand on réfléchit et quand on a la chance d'avoir des auteurs qui ont travaillé sur ça, que l'on pense pouvoir comprendre pourquoi on s'intéresse à telle ou telle chose.
je me réfère à la notion de standpoint, de point de vue, en reconnaissant que toute connaissance n'est pas neutre. C'est le fruit d'une histoire, d'un rapport, qu'on le sache ou non. Et moi, en essayant de le savoir, j'essaye de nourrir la connaissance et non l'idéologie. Je pars donc de mon expérience personnelle pour me rappeler que je suis née dans, je sais pas comment je peux montrer, cette rigole a été ma poubelle jusqu'à 11 ans. Je ne connaissais pas d'autres poubelles, on jetait directement dedans. Et puis on était tout le temps inondés, et puis on se demandait pourquoi on était inondé. Et puis, heureusement, on est parti de là. Et quand on est parti, on n'avait plus, j'appelle ça aujourd'hui un TGV des ordures. Donc tu jettes ça part. On n'avait plus ce TGV à côté de la maison et du coup, j'ai découvert la poubelle parce qu'on devait rassembler les déchets et j'avais la charge d'aller les abandonner dans la nature. Enfin, trouver un endroit pour débarrasser la famille des déchets. Et un séjour de 6 semaines passé au Nigeria et des séjours en Suisse m'ont fait me rendre compte qu'il y avait d'autres façons de se comporter. Il y avait d'autres rapports avec les déchets. Je suis rentrée au Cameroun, j'ai créé une association, j'ai fait beaucoup d'activités pour essayer d'accompagner les populations à la gestion des déchets. Notamment, ça c'est une image de cérémonie de remise de prix où des établissements scolaires étaient engagés dans un concours de propreté, mais c'est une propreté tout au long de l'année. J'avais l'ambition d'une labellisation graduelle, que graduellement les établissements scolaires arrivent à diverses compétences. Mais ça n'a pas marché. Ça va marcher puisque je suis là, puisque le projet s'est arrêté et que j'ai eu l'opportunité salutaire de reprendre les études. J'ai dit salutaire parce que je ne savais plus quoi faire. Rien ne marchait. Ça, en tout cas, ce que je voulais faire ne fonctionnait pas. L'opportunité était donc, j'avais donc eu cette opportunité d'apprendre des pays occidentaux. J'avais la chance d'avoir une bourse pour aller en France, qui était à ce moment mon idéal de gestion des déchets pour appliquer au Cameroun. Je pensais trouver cette connaissance, cette neutralité, quelque chose, cette vérité. Je voulais la trouver. Mais j'ai aussi repris les études. Pourquoi? Pour être légitime. Parce que malheureusement, si tu n'as pas le diplôme adéquat, c'est pas toujours, ça ne marche pas. Tu ne te sens pas déjà à l'aise et la personne en face ne se sent pas, tu ne te sens pas très légitime. Mais je pensais justement faire ça jusqu'à un Master 1 où je me suis dit, le problème est au-delà du Cameroun. Parce que moi, c'était repartir au Cameroun pour voir comment faire. C'était au-delà du Cameroun. Parce que j'ai commencé à questionner le modèle dans lequel je vivais. C'est-à-dire à me demander, oui, je suis dans l'idéal. Est-ce que cet idéal-là fonctionne vraiment comme je le pensais en venant? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que c'est vraiment l'idéal que je voudrais, que je pense? Et aujourd'hui, je peux définir la gestion des déchets que nous avons aujourd'hui, l'idéal de gestion des déchets que nous avons aujourd'hui, dans une référence d'éloignement. C'est-à-dire les déchets sont bien gérés quand ils sont éloignés. C'est éloigné quand c'est pas là, c'est bien géré. C'est bien géré. Il faut que ce soit éloigné de toute façon. Ça, c'est la base. La primeur, c'est que ce soit parti, que ça parte de là où ça a été produit. Je m'en suis rendu compte, je me suis rendu compte que cette référence-là est un peu partout, puisque cette dame a passé 8 heures en garde à vue parce que son voisin ne comprenait pas pourquoi elle mettait ses déchets dans ce fût. Le voisin l'a appelé, l'a accusé de sorcellerie parce que c'est impossible de produire un déchet et le laisser près de soi. Parce qu'en effet, quand je peux, je vais au Cameroun pour faire de l'accompagnement des populations à la gestion adéquate des déchets et je leur apprends notamment à faire du compostage dans des fûts. Et cette dame-là a suivi cette formation, elle a fait, et puis le voisin ne comprenait pas qu'on puisse avoir un déchet à côté de soi, dans sa maison, près de sa maison. Donc, la gestion des déchets aujourd'hui, c'est la séparation. Il faut séparer de toute façon. Pour bien gérer les déchets, il faut les séparer. Mais ce n'est pas seulement une séparation, c'est une ségrégation. Une ségrégation parce qu'il y a un traitement défavorable de ce qui est mis de côté. Et dans cette ségrégation, il y a même parfois une surségrégation, notamment quand on pense à la consigne. Pourquoi ce mouchoir?
est moins important que cette canette. Ce sont tous deux des déchets. Mais pourquoi celui-là on lui a donné, on lui a attribué une valeur? Donc, c'est une problématique du commun, la question des déchets, qui est non démocratisée. Je l'ai dit, nous le savons, c'est tout le monde qui produit des déchets avant la naissance et même après la mort, mais qui c'est qui décide de comment ça se passe? Ce sont les entreprises et les élus. Les populations, d'où la notion de docilité qui est reprochée aux petits gestes, on suit ce qu'on a demandé de faire. Il y a un ouvrage d'un élu, justement, qui a écrit Les déchets ménagers, le jardin des impostures. Parce que les déchets ménagers c'est décrivent en prescription. C'est une prescription, comment ça doit être fait, en prestation. C'est-à-dire qu'on paye quelqu'un pour faire, pour nettoyer, pour ramasser. En ségrégation, il faut mettre de côté. Et en reséparation, en dépossession, parce que il y a aussi un auteur qui a analysé la question des déchets dans les années 1800 où il a expliqué comment est-ce qu'on a dépossédé les populations de leurs déchets parce qu'avant, chaque rue décidait de qui enlevait les déchets dans sa rue et décidait justement, était regardant sur le cahier des charges si c'était respecté ou pas. Après, on a dépossédé les gens de cet intérêt pour la gestion commune et c'est également une question de répression. C'est-à-dire, il y a beaucoup de lois, si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, de punition et d'opacité. Dans la plupart des villes, la question des déchets, même les élus ne savent pas combien ça coûte. Ils ne savent pas tout à fait, on ne connaît pas les contrats, on ne les a pas vus, c'est confidentiel, c'est ci, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'opacité derrière la question de la gestion des déchets. Il y a un auteur qui parlait d'abus de civisme. C'est-à-dire que les gens veulent être civiques, mais il y a un abus de civisme dans la mesure où les, les institutions elles-mêmes souvent ne respectent pas ce qu'elles demandent aux populations de respecter. Quel résultat? Donc, quand on gère les déchets dans la plupart des villes, on a soit l'enfouissement, soit l'incinération, soit l'exportation, on en voit dans d'autres pays. Il y a un très faible taux de recyclage dans la plupart des pays. Et à la fin, la question les déchets sont très polluants, comme le révèle cette enquête, euh, qui dit les décharges, un marché juteux fort polluant. Donc, j'ai parlé là des déchets plus généralement et plus globalement dans la plupart des endroits où j'ai été et de la plupart des endroits où j'ai lu, et ça correspond à peu près à un schéma global de gestion des déchets voulu ou actuel. Parce qu'en Afrique, nous, on aimerait que ce soit comme ça. Et ici, ça se passe déjà comme ça. J'ai donc défini le littering comme étant une base, un point commun entre les pays du Nord et du Sud. C'est-à-dire que le littering se trouve au Nord, ça se trouve au Sud. Effectivement, dans tous les pays africains et occidentaux et maintenant que j'ai visités, il y a le littering. Le littering, c'est le fait de ne pas jeter dans une poubelle. C'est le fait de jeter par terre. Ça a été défini en 1913 par un comptable qui analysait les coûts de gestion d'entretien de la ville. Et il a défini que les déchets que l'on jetait au fil de l'eau étaient plus chers à prendre, à récupérer que les déchets qui étaient rassemblés. Et le littering, comme je l'ai dit, il est présent même dans les pays réputés propres. Là, par exemple, c'est une photo extrait d'un journal euh, de la Suisse qui, pour moi, était ma référence, mais où aujourd'hui, il y a beaucoup de littering. Il y a deux auteurs qui ont défini deux formes de littering. Le littering actif, c'est-à-dire que je jette, je fais l'acte de jeter. Le littering passif, ça veut dire que je ne débarrasse pas. Je pose là et je ne débarrasse pas. Et il y a le littering actif, d'après ces auteurs, est plus facile à régler que le littering passif. Il y a le littering de la poubelle qui déborde, c'est-à-dire utiliser une poubelle qui est déjà pleine, littering accidentel, les animaux, et la perte. Parfois, on perd un gant, c'est une vraie perte. Le littering des nourrissage des animaux, qui est relatif parce que je n'ai pas beaucoup vu ici. Le littering des rites et traditions, des yo-yo dans les fêtes, on lance des choses. Le littering de chiffonnage, qui est celui des valoristes, on déchire pour prendre quelque chose et puis on laisse les déchets hors des espaces.
Comme je le disais, dans le nord comme dans le sud, il y a le littering, mais c'est plus visible à certains endroits qu'à d'autres. Parce que là, par exemple, quand on voit cette rivière aux Philippines et que l'on voit la quantité de corvées, on appelle ça ici corvées, de ramassage euh, professionnels et des habitants, des citoyens qui le font, qui font le ramassage, on se dit, s'il n'y avait pas ce ramassage, est-ce qu'on ne serait pas dans la même situation? Ou est-ce que la situation ne serait pas plus visible, au moins plus visible? Parce que quand on pense que 300 tonnes de déchets sont récoltés dans la Seine à Paris chaque année et que 187 sont récoltés dans dans une autre branche de la Seine, on se dit, euh, il y a quelque chose à voir. Il y a beaucoup d'outils qui sont faits, des filets pour récupérer, pour récupérer le littering un peu partout en Occident, qui participent justement à faire que que le problème soit moins visible. J'aimerais dire également qu'à Singapour, on appelle ça le litter killer. Parce que comme ils sont dans une petite ville, ils sont en hauteur, quand on jette quelque chose, tu jettes une bouteille là, ça tombe en bas, ça tue quelqu'un, par exemple. Et il y a beaucoup de nettoiement, surtout sur les sites vitrines. Les quartiers un peu centraux, on les nettoie. Il y a des gens en permanence pour nettoyer, pour nettoyer, pour nettoyer, en plus des corvées. Il y a de plus en plus d'outils, de matériel. Par exemple, le Japon, que je pensais aussi être un pays de référence de propreté, il y a le littering là-bas et il y a même des samouraïs bénévoles pour ramasser le littering. Donc, cette présence dans des déchets chauffage diffus sont pour moi un indice d'incompétence de gestion des déchets. Pourquoi dans une didactique de la gestion des déchets? Parce que tout le monde se pose la question, comment accompagner quelqu'un qui le souhaite, c'est quelqu'un devant toi qui souhaite avoir une bonne gestion des déchets, comment tu l'accompagnes? D'ailleurs, il y a une directrice qui m'a écrit en disant, dans toutes les écoles et milieux où j'ai travaillé ou collaboré, le désir de mieux gérer les déchets est là. Mais les gens, élèves comme adultes, ne savent pas comment s'y prendre. Parce que la didactique permet d'organiser comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre. Donc, dans ma thèse de doctorat, j'ai défini 15 préceptes en sciences d'éducation dont je pense que la non-application pourrait expliquer la situation actuelle. Je ne vais pas parler des 15 préceptes, mais simplement pour dire que euh, le fait de ne pas les appliquer sont de ne pas appliquer ces règles admises en sciences d'éducation, c'est de la non-didactique. Le premier précepte, je vais parler du premier et du dernier. Le premier précepte, c'est celui de l'impact du prescripteur. C'est-à-dire que les institutions, les individus qui sont dans les institutions et qui demandent aux gens de bien gérer les déchets, est-ce que eux-mêmes, ils gèrent bien leurs déchets? Parce que la première éducation étant l'imitation, on aimerait bien avoir qui imiter, en fait. Donc, dans ce cas-là, euh, le fait que les gens qui sont supposés le faire ne le fassent pas, on comprend pourquoi la plupart si les prescripteurs faisaient ce qu'ils disaient, ce qu'ils voulaient qu'on fasse, la plupart des règles, des règles ne seraient pas, ils auraient compris les erreurs en fait, ils auraient compris les erreurs qu'ils commettent en mettant en place des campagnes de changement de comportement. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ils auraient mieux compris le processus si ils avaient eux-mêmes individuellement adopté les comportements de gestion adéquats des déchets. Le troisième, je vais passer au dernier. Le dernier précepte, c'est la non prise en compte de l'irréductible liberté en éducation. En éducation, l'éducation, c'est comme le jeu. C'est-à-dire que tu ne peux pas forcer quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce que tu veux jouer? L'éducation, c'est un engagement de la part de la personne. Et souvent, on se dit, comme la loi l'a dit ou comme c'est important pour lui, il va le faire. On ne prend pas le temps de lui demander s'il veut bien rentrer dans la démarche. Et autre chose qui est un peu décrite dans les 15 préceptes, c'est que l'objectif visé aujourd'hui, en ce qui concerne la gestion des déchets, c'est la réduction, la valorisation, le tri des déchets. Donc voilà
des choses qu'on demande. Donc, partout, on parle de ça. Mais cet objectif, c'est un objectif qui est très haut. En fait, c'est pas très haut, je veux dire, c'est un objectif qui invisibilise les autres objectifs avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment, nous avons le littering. Dans le monde entier, le littering. On ne parle pas de littering. Si quelqu'un fait le littering et qu'on lui demande de trier le déchet, on le décroche. L'attente est trop haute. Et du coup, c'est comme si on avait renversé le triangle, en fait. On l'a renversé, on commence par la fin au lieu de commencer par le début. Ou au lieu de commencer par où les personnes se trouvent pour les accompagner. Donc, je montre bien cette zone de rupture, qui est la zone proximale de développement, pour dire que, en ce qui concerne les attentes officielles, on ne laisse pas on ne laisse pas voir les autres étapes comme étant des étapes. Et du coup, quand les gens essayent, c'est trop loin, c'est encore mieux de même pas essayer, en fait. Quels sont donc les principaux apports de ma recherche? Le principal apport, l'un des principaux apports, c'est que je suis né, j'ai grandi et je suis encore en lien avec un milieu où il n'y a pas de système de gestion des déchets de la municipalité. Il n'y a pas ça. Et du coup, les gens font comme ils peuvent. Et comme parce qu'ils font comme ils peuvent, c'est quelque chose que je ne peux pas ignorer. Dès qu'on parle d'environnement à un Africain, il va directement parler des déchets parce que c'est encore devant lui. Il sort chez lui, il voit ça. Ça ne part pas, ça ne disparaît pas. Donc, le fait que je sois baigné dedans, c'est un apport parce que j'apporte un autre regard, j'attire l'attention sur cette problématique-là. C'est parce que aussi, cet apport, c'est que Gareth Hardin l'a dit, c'est une question qui n'est pas technique. Il le dit, les questions de pollution, ce sont des questions humaines. Ce n'est pas une question technique, c'est une question de changement de valeur dans les conceptions morales des personnes. Donc, alors que là, dès qu'on parle déchets, tous les financements concernant les déchets appartiennent aux techniques. Si je veux acheter 5000 poubelles, il n'y a pas de problème. Mais si je veux faire des accompagnements de personnes, il y a un problème. Et le prix des poubelles, si vous regardez le prix des poubelles payées par les administrations, vous vous demandez si c'est toujours ce que vous voyez devant vous là, ou si c'est autre chose. Je propose un autre rapport, une autre éthique. Euh, J'avais un slogan qui disait « Nos déchets ont de la valeur, évitons de les transformer en ordures ». Les déchets doivent être considérés comme nos ex-partenaires parce que euh, nos ex-partenaires qui ont de la valeur. Parce que pour que je mange la banane, il a fallu la peau de la banane pour que j'ai la banane jusqu'à moi. Si la peau n'avait pas été là, je n'aurais pas mangé la banane. Donc, la peau a participé à mon projet de manger la banane. Et cette peau est arrivée à moi. Elle a de la valeur parce elle a fait ce travail-là et elle a de la valeur parce que si je ne la transforme pas en ordure, elle pourra continuer son cycle. Le déchet pourra continuer son cycle. Donc, nos déchets ont de la valeur. Évitons de les transformer en ordures. C'est une nouvelle éthique et de considérer nos déchets comme quelque chose partenaire de nos activités. Ça change le regard que nous avons sur leur production. Nous devons donc décoloniser notre rapport gestionnaire parce que là, on nous propose un rapport gestionnaire. Ça, mais ça, là, non. On doit décoloniser ce rapport gestionnaire pour une perspective éducative inclusive de nos restes. Mettre en œuvre une vraie éthique de la considération. On considère les choses. Nous devons ouvrir les lieux de gestion des déchets. Les lieux de gestion des déchets sont des lieux privés, alors que ce sont nos déchets. Vous ne pouvez pas aller n'importe comment, vous ne pouvez pas visiter, vous pouvez pas, on ne connaît même pas ce qui se passe derrière. Dès que vous avez donné, c'est bon. Vous ne pouvez même pas savoir ce qui se passe derrière. Et du coup, on ne participe pas aux soins. Il faudrait ouvrir l'espérance du soin à tout le monde. Il faudrait, de mon point de vue, repartir à l'éducation. Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est pas l'éducation, c'est la communication, c'est l'information. D'ailleurs, le mot éducation a disparu des institutions. En ce qui concerne notamment les déchets, on parle d'information, communication, formation, mais pas éducation. Éducation, c'est bien autre chose.
c'est d'abord, comme je l'ai dit, partir de la liberté de la personne. Et pour partir de la liberté de la personne, il faut passer à ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire une période d'état des lieux, de questionnement, que les gens questionnent leurs propres valeurs individuelles, décident de faire le cheminement. Et quand ils ont décidé, c'est là où on leur donne des informations qui les concernent, qu'on leur donne, et ils vont solliciter. D'ailleurs, dès que quelqu'un a décidé, ils commencent à solliciter. Et qu'on les accompagne pour le changement de comportement. C'est un processus qui prend toutes ces étapes-là, en fait. Et la gestion des déchets ne doit pas, l'éducation à la gestion des déchets ne doit pas se faire en dehors de la vie. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des ateliers de gestion des déchets. Il faut le faire, c'est le fil rouge des activités. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Et dans ce que tu fais, on gère les déchets dans ce que tu fais. Pas autre part, en fait. Donc, il faut investir les lieux de production des déchets. Et comme les déchets se produisent dans toutes les activités humaines, donc il faut investir toutes les activités humaines pour que les personnes pensent et modifient leur fonctionnement par rapport à ça. Donc, j'ai donc défini 4 compétences clés pour la gestion adéquate des déchets. J'espère que je ne suis pas trop en retard. La première compétence, c'est le no-littering. Le no, pas de littering. Et cette compétence-là, beaucoup de gens ont du mal avec. Beaucoup d'institutions, dès qu'on parle de littering, c'est trop bas, c'est insultant, accepter que les gens jettent par terre, déjà, ça ne passe pas. C'est-à-dire, il y a un vrai problème. Et par rapport à ça, la Suisse a de l'avance parce que eux, ils en parlent. Ils font des labels no littering pour les écoles. Parce que le littering que l'on voit à la plage et tout ça, ça se fait dans les cours d'école, dans les salles de classe. Mais on préfère ne pas les voir dans les salles de classe pour amener ces mêmes élèves qui font le littering par terre à aller nettoyer la plage, à aller faire des choses, alors que dans leur fonctionnement quotidien, ils jettent par terre. Donc, il s'agit d'aller dans le fonctionnement des gens, dans les espaces partagés, pour les aider, pour le faire qu'ils voient, parce qu'on ne le voit même pas, le littering. On ne le voit pas. J'ai accompagné des personnes qui nettoyaient les espaces, dire que des espaces communs dans les immeubles pour qu'ils nettoient, et ils n'ont pas vu le littering. Pour eux, ça fait partie des déchets qu'ils doivent. Ils n'ont pas vu que ce qui est par terre, le mouchoir là, n'a pas sa place et qu'ils doivent balayer l'empreinte des pas des gens. Ils doivent balayer il doit entretenir, il ne doit pas nettoyer en fait. Donc, on ne le voit même pas. D'ailleurs, je suis rassurée parce qu'il y a un chercheur anglais qui explique qu'il a dû amener sa femme à plusieurs endroits pour lui montrer qu'il y avait le littering en Angleterre. Sa femme ne le voyait pas. Elle n'acceptait pas. C'est tout à fait normal quand on le cherche. Souvent, quand on ne cherche pas quelque chose, on ne voit pas comment c'est. Quand on le cherche, on le voit un peu plus. Donc, la première des compétences, le no littering, parce que c'est ça qui montre que la personne est là. Elle est dans le bateau, elle est peut-être en 10e dernière classe, mais elle est là. Elle est présente. C'est déjà la préservation du paysage. C'est la première compétence à acquérir. Et c'est une compétence qui s'acquiert graduellement. Il ne faut pas croire que comme j'ai vu que je fais le littering, je vais changer de comportement tout de suite. Non. Je dis aux gens, tu peux voir quelqu'un jeter par terre et tu applaudis. On me dit que non, tu applaudis. Tu dis, oh, félicitations. Félicitations, peut-être parce que la personne j'étais normalement, c'est pas 20 fois par jour par terre et qu'elle en est à 4 fois ou elle en est à 10 fois. Parce que du coup, une compétence, ça ne se décide pas comme ça c'est un autre entraînement dans l'autre sens, en fait. Donc, ce n'est pas un petit comportement, non. C'est vraiment la personne paye son ticket pour entrer dans le train avant d'être en dernière classe. Mais si elle ne dépasse pas la partie littéraire, elle n'est même pas dans le train, elle n'est pas là. Donc, le no-littering, pour moi, c'est le comportement de base à reconnaître, à encourager. C'est l'objectif, c'est non littéraire, c'est l'objectif zéro transit. Zéro transit, d'ailleurs, on a fait beaucoup des messages avec ça. Zéro transit des déchets par le sol ou autre lieu inapproprié avant la poubelle. Donc, on met directement dans la poubelle parce que moi, la première, quand je faisais le nettoyage, je poussais les choses par terre
et je balayais. Non, ça ne doit pas passer par terre. Parce que les gens ont confondu le nettoyage, comment est-ce qu'on acquiert la propreté. Beaucoup de gens pensent que c'est propre parce qu'on a nettoyé. Non, c'est propre parce qu'on a évité de salir. Parce qu'on a évité de salir, là, c'est propre. Mais si c'est parce que je dois nettoyer pour que ce soit propre, ça veut dire qu'il y a un problème. Souvent, les gens disent que non, laissez, je vais nettoyer après. Non, tu vas entretenir après, parce que tu auras bien utilisé l'espace, en jetant dans la poubelle. Tu ne vas pas nettoyer, il n'y a pas une salissure en plus. Donc, dès que les gens ont compris cette petite différence, les choses vont beaucoup plus vite. Le non-littering, c'est ça. C'est ça aussi. Ça, c'était à la COP qui a eu lieu en Égypte, où ils ont construit une pyramide avec les déchets qu'ils ont pris dans le Nil. Ils ont construit une pyramide. Mais les solutions qu'ils ont après ça ne concerne pas le littering, hein, ça concerne autre chose. Ça concerne les usines, parce que les usines sont prêtes. Ça concerne les usines, ça concerne autre chose, mais pas le comportement humain. Non, pas le comportement humain, les usines. La deuxième compétence, c'est le compostage des déchets et des excrétas humains. C'est la deuxième compétence. Après le non-littering, on passe au compostage. Parce qu'on doit retrouver le cycle de la vie, en fait. On doit accéder, tout le monde doit accéder au cycle de la vie, savoir ce que c'est. Si, j'aimerais bien que les gens après me répondent s'ils ont déjà composté leurs déchets. Est-ce qu'ils ont déjà eux-mêmes composté leurs déchets? Il y a deux étapes. Composter, c'est-à-dire je mets dans la poubelle brune, ça part en compostage. Ça, c'est une chose. Ce qui est très bien, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Maintenant, composter, je suis arrivé au bout jusqu'à produire le compost. Et l'autre question que j'aimerais aussi poser, avez-vous déjà utilisé les toilettes sèches? J'aimerais avoir les réponses dans les discussions tout à l'heure, parce que ce sont des compétences de base, à mon avis, que chaque individu doit avoir. Il doit savoir composter ses déchets, il doit avoir utilisé les toilettes sèches, il doit savoir comment on composte les toilettes sèches. Parce que même si on vit en ville, on a parfois l'occasion d'aller dans les endroits où on pourrait avoir les toilettes sèches et de comprendre, de connaître le fonctionnement, te met plus à l'aise d'utiliser cette compétence quand le moment s'y prête. Là, ça c'est à Paris, oui. Ça c'est à Paris, ils ont bien mis un panneau. Ici, on composte les toilettes sèches. Et par exemple, concernant les toilettes sèches, cette année, 2025, il a été très sec dans le Maghreb. Tellement sec que pendant la fête du mouton, nous on appelle ça fête du mouton, le roi du Maroc a demandé de ne pas tuer les animaux parce que il n'a pas plu, c'était très très sec. Mais combien de Marocains connaissent les toilettes sèches? Combien de personnes dans les endroits arides ont l'information même des toilettes sèches? Par contre, quasiment tout le monde connaît la chasse d'eau. Et quand les gens construisent leur maison, quand ils ont des espaces, ils se réfèrent à la chasse d'eau. Il faut qu'ils trouvent l'eau. Parce que s'ils ne trouvent pas, ils sont trop pauvres et il faut qu'ils aient les moyens d'avoir l'eau pour utiliser la chasse d'eau. Alors que les toilettes sèches apportent une très grande contribution à la ressource en eau. La troisième compétence, c'est l'identification et l'intégration des déchets dans les circuits de prise en charge. Ça veut dire que la personne sait reconnaître que ça, c'est un plastique et en fonction de son contexte, est-ce que dans ma ville, est-ce qu'on recycle ça ou pas? Est-ce qu'on ne recycle pas ou pas? Est-ce que j'ai le moyen, est-ce qu'il y a un circuit dans lequel je pourrais l'introduire? Donc, c'est ça la troisième compétence. Et cette troisième compétence doit être basée sur la prise en compte de la nocivité des déchets. C'est-à-dire que quand tu sais que ce déchet, déjà produit déchet, c'est nocif, quel que soit ce que tu vas faire. Tu l'abandonnes dans la nature, c'est pire, c'est sûr. Tu l'abandonnes dans la ville, c'est pas bon. Dans l'eau, c'est pas bon non plus. Mais même quand tu les brûles, à ciel ouvert, ça qu'on appelle brûlage, c'est dangereux pour toi. Quand tu l'incinères, c'est toujours dangereux pour toi. Donc, de le savoir, ça te permet d'éviter de produire le déchet et surtout d'aller de faire l'effort nécessaire pour l'introduire là où il y aura moins d'impact, là où il y a un système qui est mis en place, en fait. Donc, c'est une prise de conscience de l'effet boomerang.
C'est-à-dire que c'est ce que je fais, ça va me revenir à mon enfant. C'est ça, quand tu es conscient de ça, c'est plus facile pour toi de faire l'effort, de faire le geste qu'il faut. La quatrième et dernière compétence, ce sont toutes les pratiques qui visent la réduction des déchets, l'allongement de vie des produits. Toutes les pratiques, tout ce qui permet de réduire, de d'allonger, de réutiliser, réparer, tout ça, c'est la quatrième et dernière compétence. J'ai fait un petit tableau de ce dont on a besoin par rapport à ces compétences, des outils liés. Donc, pour le no-littering, c'est la compétence humaine, complètement humaine. Il n'y a pas de machine qui rentre dedans, c'est toi qui mets ton déchet à la poubelle, là où ça doit être. Pour le compostage, c'est complètement humain. Il y a des machines qui existent, mais sans rien faire, en mettant juste les déchets où il faut, ça se fasse tout seul. Pas besoin de machine, pas besoin de technologie. Pour les matières dans les circuits de prise en charge, là, compétence humaine parce que tu apportes là où il faut et compétence technologique parce qu'il y a un système, un circuit il y a des investissements pour collecter, pour amener et ceci, cela. Et puis les pratiques de réduction, c'est des compétences humaines et des compétences technologiques. Donc, sur ce tableau, les compétences humaines sont sur les quatre compétences et sont essentielles sur les deux premières compétences. En guise de conclusion, je dirais donc que partout où j'ai été, j'ai constaté qu'il y a un grand nombre de personnes en faveur de la préservation de l'environnement. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire quelque chose et qui font quelque chose et qui vraiment agissent, ils font quelque chose, ils ont envie de faire. Euh, J'étais récemment à Belgrade où il y a la personne qui voulait bien faire, mais par exemple le compostage, il n'y a pas de système de compostage, du coup, la personne mélange tout. C'est-à-dire qu'il y a toi, ta volonté de faire les choses, et puis il y a le système qui te permet ou non de faire certaines choses. Donc, et il y a également beaucoup de rectificateurs. Les rectificateurs, c'est des personnes qui ramassent les déchets que les gens ont jetés, qui arrangent les choses. Il y en a tellement. J'en ai vu partout. Des gens qui arrangent les choses, en fait. Ça veut dire que des gens qui s'engagent pour que ça se passe mieux. Et puis, j'admire le courage et la ténacité de certains citoyens. Il y a des groupes citoyens, il y a des personnes qui continuent, alors que ce n'est pas très... quand on regarde l'action de déchets, comme disait quelqu'un ce matin, ce n'est pas très encourageant, mais il y a des gens qui continuent et qui veulent faire des choses. Donc, je me dis que en éducation relative à l'environnement, nous devons partir de ces gens qui veulent faire quelque chose pour organiser le chemin pour eux, pour qu'ils arrivent à se situer. Parce que dans l'environnement, on est toujours en train de dire, c'est pas assez. Tu fais ça, non, c'est pas assez. Mais quand tu sais à peu près où tu te trouves, qu'il y a la marche derrière, il y a la marche là-bas, du coup, tu es plus serein dans ce que tu fais. Donc, parler de la nécessité de la didactique, de la gestion des déchets, c'est vraiment essayer d'apporter assez bonne volonté là, aux personnes qui veulent faire qui veulent modifier leur environnement, un cheminement, un canevas qui pourrait leur permettre de se situer dans leur processus transformationnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Blandine. Alors, ben, on ouvre une période d'échange, de questions. Donc, soit ici dans la salle ou à distance, si vous avez des questions, donc vous pouvez lever la main ou vous pouvez sinon les écrire dans le fil de conversation. Alors oui, monsieur. J'aimerais mentionner que pour que les gens soient conscients de tout ce qu'on a discuté, il serait important qu'ils soient aussi conscients de ce qui est naturel dans la vie. On vit dans un monde de plus en plus virtuel. On est perdu dans nos contacts avec la nature. Si les gens décidaient tout simplement de faire grandir un plant de tomates sur leur balcon, ils pourraient voir ce que la nature utilise pour pouvoir venir à donner de la nourriture jusqu'à eux. Et là, c'est là qu'ils pourraient prendre conscience, ah, le compostage pourrait être utile. Je pourrais nourrir ma tomate que je vais manger par la suite. Donc, c'est un processus qui part de la recherche de contact avec la nature pour pouvoir par la suite prendre conscience des mauvais gestes qu'on a posés dans notre vie. Faire.
Et parlant de tomates, vraiment, c'est un bon exemple. Parce que quand j'ai appris par moi-même, parce que je n'ai pas appris ça, moi je suis, même si je suis africaine, pauvre et tout, on achetait tout au marché, je ne, même si on n'avait pas ce contact-là avec la nature, pas du tout. Il y a beaucoup d'Africains qui sont très urbains, qui n'ont même jamais vu le plant de tomate. Moi, je n'avais pas vu le plant de tomate. C'est tout récemment, donc ça fait peut-être 6 ans par là, que moi, j'ai fait pousser un plant de tomate. Et depuis que j'ai fait pousser un plant de tomate, je ne mange plus les tomates de la même façon. Parce qu'avant, je les gobais. Ah, hop, 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 je mangeais tout le paquet d'un coup. Mais quand, après avoir vu le temps que ça prenait à la plante et tout ce qui... Tu reviens le lendemain, il n'y a pas grand-chose, tous les efforts que la plante fait, je n'ai plus eu le même rapport. C'était fini, quoi. Je veux dire, et du coup, effectivement, en expérimentant, c'est pour ça qu'il faut vraiment créer des espaces d'expérimentation de vécu. Et peut-être aussi, au-delà d'expérimenter, d'en parler, de se parler, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire le même chemin que tout le monde, et puis ils ont les résultats différents aussi. Mais donc, effectivement, expérimenter, c'est une très bonne chose. Merci, Blandine. Alors, on a une question dans le chat de Madame Garcia, à savoir où, où va les recyclages, les compostages. En général, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait en réalité à Montréal. Je voudrais savoir où s'en va le recyclage et les composts. Je voudrais avoir plus d'informations sur ça pour savoir si on est en train de faire la bonne façon. C'est tout. Oui. Ici à Montréal, je sais pas, Blandine, je sais que tu as fait beaucoup de terrain. Je sais pas si tu es allée fouiller de ce côté-là. Bien sûr. Ah. J'ai visité un centre de tri et j'aimerais vraiment organiser prochainement une nouvelle visite de ce centre de tri parce que j'ai parlé tantôt d'opacité et dans ma thèse, je parle d'insincérité. C'est-à-dire qu'avoir la vérité des choses, ce n'est pas évident. Aussi parce que on est dans un monde tellement polarisé où dès qu'on voit un défaut ou quelque chose qui ne va pas, on saute sur les gens au lieu d'essayer de comprendre. Et je comprends aussi que les gens ne veulent pas donner les informations. Ça, je comprends aussi. Mais je dis en même temps, il faudrait que les citoyens payeurs, parce que c'est nous qui payons, que les citoyens payeurs soient au courant et surtout soient impliqués dans les choix. Et où va le recyclage? Il y a le livre de Simon Paré-Poupard, Ordures, où il explique très bien qu'il comprend qu'avant que la Chine ne refuse le recyclage du Canada, lui-même se demandait si c'était le recyclage ou si c'était une poubelle, que le prestataire qui faisait les ballots pour envoyer en Chine mettait tout dedans et notamment des briques pour que ça pèse. Et il y avait n'importe quoi pour envoyer en Chine que les Chinois ont eu raison, même trop traîné pour refuser le recyclage canadien. Donc, il y a très peu de matières qui sont finalement recyclées, en fait. Il y a peu. Parce que quand on le sait, quand on visite le centre de tri, on prend plus les grands pots. Parce que les petits, là, les tout petits, vraiment, c'est juste pour compliquer les situations et puis ça a moins de chances d'être recyclé. Donc, et même pour le compostage, on a créé une usine de compostage trop grande. Il le dit dans son livre. Hein. Il le dit dans son livre. L'usine de compostage est très, très grande par rapport au potentiel et par rapport... Et au lieu de faire une grande usine, il aurait fallu faire plusieurs points plus près des populations pour qu'elles prennent part, pour qu'elles participent, pour qu'elles voient. Mais du coup, le compostage, en ce moment, personne ne sait vraiment parce que la qualité, même quand vous visitez, je visite souvent surtout les compostages des immeubles, vous ouvrez, vous vous demandez ce que c'est un mélange de beaucoup, beaucoup de choses. Comment ça se passe là-bas après? Est-ce qu'ils retrient derrière? Comment ça se passe? Là, je ne sais pas, je n'ai pas visité. Et j'encouragerais les personnes qui le peuvent, qui ont des espaces, de pouvoir faire le compostage à domicile parce que du coup, ça évite le poids de transporter, de faire le camion, toutes les autres, ça évite ça. Mais comme ça ne rapporte pas aux entreprises et qu'il n'y a pas des gens pour défendre ça, du coup, c'est plus facile de faire la facture
pour l'entreprise qui promet X et Y. Ce que je sais, c'est que avant que ça ne change, il vaut mieux continuer à bien à faire à donner le meilleur, à essayer de donner le meilleur avenir possible à ces déchets en les triant, en compostant, en mettant pour le compost. Mais ce serait vraiment, c'est un combat citoyen que de participer, pas seulement de savoir comment ça fait, non, que de participer à donner à l'intérieur même des villes et des entreprises, à l'intérieur même, à faire que ça se passe mieux. Parce que sinon, ils vont avoir peur, c'est comme si on les notait, quoi. C'est-à-dire, on dit, oh, tu as pas bien fait. Oui, tu n'as pas bien fait, mais je ne sais pas comment, pourquoi elle n'a pas bien fait. Donc, il faut vraiment qu'on essaie de trouver le moyen par lequel rentrer effectivement dans la gestion des déchets. Je sais pas comment. Je sais pas si je me fais comprendre. Merci, Blandine. Mélanie, on t'écoute. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Blandine, pour ta présentation qui était très claire, limpide. Puis surtout, ben, ça fait longtemps qu'on se croise et tout ça. Puis c'est la première fois que j'ai l'occasion de t'entendre parler de manière structurée autour de ton projet. Puis j'ai été vraiment impressionnée par ben, notamment toute la première partie dans laquelle tu défends très, très bien la pertinence puis l'importance de ton intérêt de recherche. Puis d'ailleurs, j'ai trouvé ça beau là, à plusieurs endroits, là, notamment quand tu parles de la grandeur des petits gestes et tout ça. Donc, je trouvais que tout ça fait beaucoup de sens. Puis bon, tu parles de l'éthique de la considération. Donc, ça nous amène aussi dans toute en fait, j'ai perdu mon mot qui m'est venu à l'idée là, quand tu as parlé, là, mais du fait qu'il y a des interrelations entre nos actions individuelles et nos actions collectives, qu'elles se nourrissent. Et donc, en fait, il y a une cohérence là, qui doit s'établir entre ces sphères-là. Maintenant, après ça, tu nous présentes des compétences qui sont de l'ordre ben, de ce qu'il faut faire, qui sont des prescriptions. Puis ben, j'entends, puis tu as mentionné compétences humaines technologiques. Puis là, ben, je me dis, ben, dans compétences humaines, qu'est-ce que tu tu sais, c'est quoi que ça renferme tout ça? Puis j'ai l'impression qu'il y a une grande part d'affect qu'on n'a pas nécessairement discuté. Fait qu'au-delà de l'apprendre à faire comment, tu sais, au-delà des informations, puis de l'apprentissage du geste, du comportement, ben pour que ça se fasse réellement, parce que j'ai l'impression que le comportement, c'est un peu comme l'aboutissement ou ce qu'on peut constater qui a été acquis, intégré, tout ça, mais il y a tout, puis ben, je pense que M. Feust l'a abordé, tu sais, le sens que l'on donne à ces gestes-là, pourquoi, qu'est-ce qui nous motive à les poser, en quoi est-ce que ça nous fait sentir bien, c'est quoi le bien-être que ça nous apporte. Puis je me demandais si sur le plan des approches et des stratégies, tu avais un peu exploré, là, on a parlé d'approche expérientielle, de vivre les choses. Alors, est-ce que tu as une réflexion là-dessus sur comment on peut emmener les gens à adhérer par eux-mêmes, en fait? Je dirais que ce serait bien de partir déjà des gens qui ont passé l'étape de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire les gens qui ont envie de le faire. Un peu comme on sait que le sport, c'est bon, c'est bien, hein. On fait avec ceux qui veulent faire du sport. On fait avec ceux qui ont envie de faire, déjà. Parce que de toute façon, l'éducation, c'est ça. On a oublié que l'éducation, c'est la décision de la personne à faire le chemin. Donc, si la personne a décidé de faire le chemin, c'est pour ça que j'ai mis dans cette espèce de triade, on discute avec elle. Pourquoi tu veux faire le chemin? Qu'est-ce que tu sais ce que ça implique pour toi? Où est-ce que tu en es? Et on voit avec elle, un peu comme le sport, quoi. On, 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 on essaye de voir, est-ce que tu peux, généralement, quand on veut faire le sport, on a des grandes, on dit, non, je vais faire tous les jours. C'est le coach qui dit, non, non, on va faire ça, bon, une fois par semaine, hein, c'est bon. Donc, parce que justement, le coach t'observe, il sait que les difficultés, il te les montre, il t'explique. C'est un peu ce rôle didactique que je voudrais que nous ayons auprès des personnes qui ont décidé de s'occuper de l'environnement. Je ne voudrais, parce que pour faire la mayonnaise, on commence par quelque part. Et c'est mieux de commencer par ceux qui ont déjà envie de faire. Voilà. On fait déjà ça. Ça permet parce que même déjà avoir envie de faire, ça suffit pas. Ça suffit pas d'avoir envie de faire. Pas du tout. Ça demande beaucoup de persévérance
pour réellement le faire. Beaucoup. Donc, euh, souvent, effectivement, on se demande, est-ce qu'on force les gens en leur demandant de faire? Est-ce que jusqu'à quel point est-ce ils adhèrent? Jusqu'à quel point? Je pense que même s'il y a 1% des personnes qui ont envie de le faire, qui ont adhéré, on ne sait pas par comment, on peut discuter avec elles, quels sont leurs prismes, parce que souvent on dit que c'est pour l'environnement. Non, parfois les personnes, c'est juste pour la propreté, c'est pour plein de choses. D'ailleurs, en ce qui concerne même les plantes, faut pas croire. Il y a des gens qui ont qui font des plantations, qui ont des fleurs, c'est tout beau, mais ils ne supportent pas l'herbe morte, hein. Ils supportent pas. Je veux pas, l'herbe morte, c'est dans la poubelle noire tout de suite. J'ai dit, mais tu pourrais mettre ça sous... Non, 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 ça peut... Non. Donc, c'est pas uniforme, en fait. Je veux dire, amener la personne à réfléchir où elle se trouve, ce qu'elle veut, ce qu'elle pense, ce qu'elle voudrait, et justement lui proposer un accompagnement pour qu'elle y arrive. Pour qu'on ait moins de personnes qui ont envie de le faire et qui ne le fassent pas. Je le dis, je suis effaré, moi, de m'en rendre compte que, par exemple, il y a des gens qui sont dans l'environnement et qui sont des grands lobbyistes en environnement, qui sont dans les grands événements, ils vont à toutes les COP, tout ce que vous voulez. Ils n'ont jamais vu le compostage, ils n'ont même pas envie de le voir. Quand je dis ils n'ont pas envie, je connais des compatriotes et autres qui sont passés à Paris. Il y a un espace de compostage. Je dis, tu peux passer voir le compostage? Non, ils ne passent pas. Tu veux passer voir? Ils ne passent pas voir. Comment peut-on, alors on veut gagner une bataille, déjà contre nous, hein, c'est pas contre qui que ce soit, c'est contre nous, c'est contre nos propres comportements. Comment peut-on admettre que des personnes qui n'ont pas fait le chemin représentent le chemin qui doit être fait? Moi, j'ai deux axes. Premier axe, c'est les gens qui ont envie de faire, ceux qui veulent faire. Maintenant, deuxième axe, les gens qui sont supposés le faire. C'est-à-dire que tous les agents, même si c'est les gardiens, même les prestataires du programme des Nations Unies pour l'environnement, tous doivent acquérir ces compétences-là. Au moins les deux premières. Au moins, tous. Sinon, tu ne travailles pas au programme des Nations Unies pour l'environnement. Il y a une entreprise que j'ai visitée qui fabrique des biscuits. Ça s'appelle Michel et je ne sais pas quoi en France. Ils fabriquent des biscuits. Et eux, quand tu entres chez eux, tu dois avoir un cap pâtissier. Si tu n'as pas le cap pâtissier, c'est pas grave. Tu vas passer ton cap pâtissier pendant que tu travailles chez eux. Que tu sois coursier, que tu sois comptable, que tu as ton cap pâtissier. D'abord, c'est l'essence même de la maison. Mais comment pouvons-nous penser qu'au programme des Nations Unies pour l'environnement, que le, je veux dire que quoi, le bureau du programme national qui est dans mon pays gère ses déchets comme n'importe qui. Que le gardien, celui qui s'occupe des déchets là-bas, il se comporte comme si c'était n'importe quelle organisation. C'est pas normal. Donc, le programme des Nations Unies pour l'environnement en premier, ensuite les ministères de l'environnement. Dans les ministères de l'environnement, les gens n'ont pas la compétence un ou deux. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Et maintenant, on va les mairies et même les entreprises qui font la gestion des déchets. Je connais beaucoup de personnes qui balaient dans la rue, qui jettent des déchets par terre parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, ils se disent que ah, c'est les collègues qui vont ramasser ça, ou alors je vais nettoyer tout à l'heure. Ils jettent lui-même, il se laisse du travail pour demain. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais C'est bon? Ouais. Oui, j'ai envie de me prendre un tour de parole, Blandine, merci. Quand je t'avais entendu à l'UPOP, donc tu as fait une série de conférences à l'UPOP un peu sur la même thématique, mais là, tu avais plus de temps, tu avais plus d'espace pour déployer en fait ta pensée puis ton travail. Bon, puis t'avais amené notamment un historique en fait de la gestion des déchets à travers le temps et puis de temps long, là, c'était assez intéressant. Donc, on réalise que c'est aussi en fait la surproduction qui entraîne à un certain moment, puis depuis, je me rappelle plus à quel moment mais c'est sûr, c'est la société industrialisée, mais même plus d'après-guerre encore. Et puis, bon, euh,
Et, et c'est intéressant parce que dans ton travail, tu veux nous amener à recréer du lien, en fait, avec ce déchet quand tu nous dis, ça a été notre partenaire, là, c'est le verre qui m'a permis de boire, puis, tu sais, c'est grâce à lui que j'ai pu m'hydrater. Tantôt, tu as dit, bon, tu as parlé de la banane. Mais je me demandais aussi si, puis je trouve ça intéressant ce que tu amènes là, mais je me demandais s'il n'y avait pas quelque part aussi une question de confiance à aller fouiller sur la question de la manière dont on traite nos déchets parce que, d'une part, tu sais, là, tu parlais des formes de littering, puis c'est comme s'il y a une forme de, tu sais, tu parles du fait que ce qui fait déchet, c'est l'acte d'abandon, mais moi, ce que je me demande, c'est si on n'a pas un peu comme abandonné sur le plan social, de dire on est capable collectivement de garder nos lieux propres. Est-ce qu'il n'y a pas cette... et donc, est-ce qu'on n'a pas un peu perdu confiance dans cette capacité collective à gérer notre commun, puis par ailleurs à arrêter de surproduire ces déchets-là qui nous envahissent, tu sais? Alors, je me demandais, puis je sais que tu as fait beaucoup de terrain, tu as rencontré plein de gens, tu as manqué de temps sans doute aujourd'hui pour nous parler de ta démarche méthodologique qui est très riche, là. Mais je me demandais si c'est quelque chose qui se discute aussi, cette question-là. Oui, en effet, on est devenu incompétent sur plein de choses et surtout incompétent pour se parler, pour faire des choses ensemble. On ne fait rien ensemble. Il parlait de faire. Parce que du coup, pour gérer nos collectivement, ça veut dire, il y a une expérience avant. Quand on voit les gens faire du collectif, quand on les questionne, on se rend compte ils en ont fait avant. Ils ont été rassurés des résultats. Et beaucoup de gens ont appris à juste jouer leur partition, à pas faire avec l'autre, et c'est assez compliqué en fait. Et effectivement, ce serait bien de continuer de faire exister des espaces où les gens peuvent faire collectivement. Il y a un bel exemple qui s'est passé à Onstick, là, le quartier Onstick, où ils ont décidé de d'amener la ville à utiliser l'excédent budgétaire pour installer 2 bacs de tri du verre. Parce que le verre que vous mettez dans votre poubelle de recyclage n'est pas recyclé. Il va à l'enfouissement. Alors que le verre est recyclable à l'infini. Le verre est récupéré à Montréal pour être enfoui. Ces populations ont décidé que leur verre n'irait pas à l'enfouissement. Et ils ont donc créé ça, ils ont pu avoir le conteneur et désormais, dans leur quartier, ils peuvent aller déposer leur verre pour que leur verre soit recyclé effectivement. Donc, ça prend effectivement du faire ensemble, mais pour faire ensemble, il faut déjà que les gens aient elles-mêmes un peu de pratique, de connaissances, de savoir faire ensemble, peut-être sur d'autres choses. Même seulement jaser avec les voisins, ça aide. Je veux dire, c'est une base pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Si on n'a pas pris l'habitude de parler avec les gens, c'est un peu compliqué de faire les choses ensemble quand on n'a pas pris cette habitude-là. Et je trouve que euh, il y a pas mal de gens qui réussissent un peu à faire ensemble des choses. Notamment, il y a un café citoyen qui aura lieu, qui va se terminer à, à Longueuil. Et dans ce café citoyen, ils ont financé un projet où les populations veulent parler ensemble, veulent parler des divers sujets parce que ça manque. Aussi parce que on ne sait plus écouter l'autre. On a du mal avec nos idées, avec celles des autres. On a beaucoup de mal aussi avec ça. Et du coup, c'est un projet éminemment social, ça c'est sûr. Le déchet, c'est un prétexte, je sais pas comment je peux dire ça. C'est le fil par lequel je questionne la société parce que quand tu vas euh, dans un immeuble où c'est propre, tu sais quand les voisins se parlent et quand ils se régulent, tu le sais. Mais quand les voisins s'en fichent, ça se voit aussi par les déchets, en fait. Donc, c'est effectivement très social. Merci, Blandine. Il y a quelqu'un qui avait posé une question en ligne, puis après, on pourrait prendre une dernière intervention, celle de Monsieur Foyce. Donc,
Madame Eulalie, Patricia, quel est le principal obstacle que vous rencontrez dans vos activités de protection de l'environnement au Cameroun? Les établissements étaient-ils favorables à vos activités? Avez-vous eu le temps de juger l'impact de vos activités? Ouais. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien faire, en fait. Oui, parce que l'établissement scolaire s'inscrivait au programme et pendant toute l'année, et on allait, je n'ai pas voulu mettre tout le déroulé, on allait, on les formait déjà, on formait deux enseignants, deux élèves et un parent d'élève. Et pendant la formation, on leur donnait les fiches d'évaluation. Ils avaient les fiches, comment on devait venir les évaluer. Ils s'auto-évaluaient, ils revenaient, on discutait de l'auto-évaluation. Et après, on allait dans leur établissement scolaire de manière inopinée pour voir ce où ils en étaient et pour voir comment est-ce que il s'améliorait. Et je dois dire que euh, avant quand je partais du Cameroun, pour moi, il n'y avait eu rien. Rien du tout. Pour moi, c'était du temps perdu. J'ai embêté le monde, je me suis embêtée et puis les gens, ça n'a pas marché puisque quand tu repars dans l'établissement scolaire 3 mois après, hors du programme, tu as le sentiment que c'est sale partout et que les déchets qu'on triait, puis qu'on gérait bien, on gérait plus bien. Mais quand je suis allée en formation et que notamment pendant ma licence, je me suis aperçue que je n'ai peut-être pas vu le changement, qu'il y a eu des changements que je n'ai pas vus. Il y a eu des gens qui ont changé et heureusement, il y a 2 ans, 3 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, grâce à vous, je ne fais plus ci, mais ça, tu ne le vois pas. Et puis, quand tu entres dans une salle, tu vois, il y a 20 papiers par terre. Déjà, il faut déjà définir que c'est 20. Tu dis, c'est sale. Mais quand tu reviens dans la classe, tu vois 10 papiers par terre, tu dis c'est sale. Est-ce que c'est la même saleté? Est-ce que c'est la même chose? Il faudrait déjà avoir défini qu'il y avait 20 et que maintenant, il y en a 10 et d'applaudir pour les 10 qu'il n'y a pas, pour que les gens se voient évoluer. Parce que sinon, les gens ne se voient pas évoluer. Et du coup, elles arrêtent de faire des efforts parce que on n'a pas vu le changement. Parce que l'invisible, l'aveuglement au changement, je l'ai appris dans un cours et dans des recherches qui ont montré que parfois ça peut changer, on ne le voit pas. Et comme on ne l'a pas vu, on dénigre et puis le changement s'arrête. Donc, oui, il y a eu des évolutions, mais ce qui est sûr, c'est que je ne ferai plus ce projet de la même façon. Ça, c'est sûr. Plus du tout, parce que ce n'était pas du tout démocratique. Ce n'est pas parce que le chef d'établissement a payé pour que tout le monde doit rentrer dans le concours. C'est pas normal. Et il y a des choses que je ne ferai plus parce que c'est antipédagogique, ce n'est pas pertinent, et notamment prendre des représentants, par exemple 2 enseignants, non, je ferais plus, si c'était à refaire, et j'espère avoir les moyens pour le faire, je le ferais différemment, en tenant compte des règles en sciences d'éducation que j'ai moi-même enfreint en faisant ce projet-là. Donc, l'idée, c'est de trouver des expérimentations. Il n'y en a pas. Euh, En psychologie sociale, ils ont un financement avec la ville de Montréal dans un immeuble sur la question des déchets. Ils ont des milliers de dollars pour ça. Ils font l'expérimentation sociale. En sciences d'éducation, on ne fait pas l'expérimentation sociale. On devrait le faire. On devrait oser se casser la gueule. On devrait oser se tromper. On devrait oser ne pas réussir, en fait. Et c'est ça. Et du coup, les acteurs de terrain sont mal dans leur peau, dans leur gestion, parce qu'ils sont seuls. Nous, on devrait aller les aider à comprendre et à tester, quoi. Alors, oui, on prendrait votre intervention, Monsieur Foist. Comme tu l'as si bien dit tout au long de ce documentaire, Blandine, le problème majeur de l'être humain, ça se trouve à être que l'inconscient et l'illusion mènent ce monde. Si les gens étaient un peu plus conscients et vivaient moins dans l'illusion que quelqu'un d'autre va ramasser le papier par terre, ou que quelqu'un d'autre va s'occuper de mes déchets, ou bien nous payons des gens pour s'occuper de ces services, le gouvernement va décider pour nous. Quand on va cesser d'imaginer que des étrangers que l'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, vont prendre des décisions convenables pour notre qualité de vie, la vie va changer. Et comme tu dis, si nous sommes conscients que
si ce papier est jeté par terre qui va me déranger moi, mais moi, je pourrais me pencher pour le ramasser et le mettre dans une poubelle. Donc, les gens qui sont les gestionnaires et qui font de l'argent avec le fait qu'on leur délègue nos responsabilités, ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour devenir riches. Donc, techniquement, ces gouvernements, ces entreprises, est-ce qu'ils vont vraiment recycler ou ils vont enfouir? Ils vont prendre la solution qui est la plus rentable pour eux, pas celle qui est la plus convenable pour l'être humain. Je voulais au moins dire ça parce que ça va très bien avec les discussions qu'on a souvent, toi et moi. Mais je pense que l'être humain a besoin de quitter cette illusion de la vie sociale telle qu'on lui a imposée depuis son enfance et de prendre contact avec la nature et de s'apercevoir que s'il fait quelque chose de mal à la nature, ça va lui retomber sur le nez. Et ça commence avec les très jeunes enfants. Si le jeune enfant, on lui dit non, 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 jette pas ton papier par terre et qu'on lui explique pourquoi qu'il ne doit pas jeter le papier par terre, eh bien, on va faire un grand pas dans la vie de cet enfant qui, lui, va faire un pas dans la vie de d'autres enfants. Alors, c'est comme ça que la société va s'améliorer et je te dis encore félicitations pour tout ce que tu fais, Blandine. Effectivement, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on pourrait mettre du service privé sur la question des déchets. Comment une entreprise, comment est-ce qu'on peut faire du profit et comment est-ce que, et là, en ce moment, il y a même des multinationales qui s'en occupent maintenant. Les éco, euh, les, les éco-centres sont gérés par les multinationales maintenant. Elles vont à l'essentiel et puis elles n'ont pas l'obligation d'ouvrir à l'observation citoyenne. Et moi, je me dis que c'est un endroit où le citoyen devrait être présent pour comprendre ce qui ne va pas, pour améliorer son comportement en amont. Mais je pense que nos mauvais comportements font les affaires de ces entreprises-là, malheureusement. Et malheureusement, on paye pour être pollué, à la fin. C'est-à-dire, on paye pour derrière être pollué. On n'a pas ce qu'on voudrait avoir. Donc, je pense que il y a encore une question. Il y a, Ben, tu as eu des commentaires, tu as eu des merci, tu as eu quelques commentaires. OK. Et puis, il y a quelqu'un qui dit qu'au ministère de l'Environnement au Québec, il y a des gens très compétents. J'y ai travaillé 3 ans. Ah oui, il y a des gens très compétents. Ça, je ne dis pas non. Mais ce serait bien que... Et parfois, ils souffrent du fait que les autres ne sont pas compétents. Et on ne les amène pas à plonger. Avec quelqu'un d'incompétent sur la question des déchets arrive là-bas, le système ne l'amène pas, ne le force pas, ne l'oblige, parce que là, je peux utiliser le mot forcer parce que tu ne peux pas travailler dans une structure comme celle-là et ne pas avoir ces compétences-là. C'est ce que je veux par là dire. Et ces quelques personnes qui ne sont pas compétentes, justement, nuisent à l'image de l'ensemble, de mon point de vue. Merci beaucoup, Blandine, de m'avoir partagé tes travaux, puis merci à ceux et celles qui ont été avec nous à distance, en présence. Le prochain événement du Centraire aura lieu les 9-10 juin, donc nous avons 2 journées d'études intitulées Repenser les dimensions politiques de l'éducation relative à l'environnement dans le contexte de crise socio-écologique contemporaine. Alors, la programmation va sortir d'une journée à l'autre. On vous invite à être attentif. Vous pourrez visiter notre site web la semaine prochaine et puis prendre connaissance de cette belle programmation. Et voilà. Donc, merci encore d'avoir été avec nous et à bientôt.